Je vous le disais, on va se pencher sur cette demi-finale de feu qu'on attend tous avec impatience. Et on est avec Juan José Dorado, notre spécialiste du foot et du tennis espagnol. Bonsoir, Juan José. Buenas tardes a todos, Céline. Alors, on discutait, on imaginait ce que pouvait être ce choc. Difficile de savoir qui va ressortir vainqueur de ce match. Moi, j'aimerais bien savoir, pour vous qui vivez en Espagne, au moment où le foot occupe beaucoup d'espace avec le départ de Benzema, le feuilleton Messi, le Real, le Barça, quelle place trouve le tennis à la une des journaux en Espagne? Mais il trouve toute sa place. Vous oubliez que Roland Garros, ça se joue à Paris, mais c'est comme si ça se jouait du côté de Madrid ou de Barcelone. Parce que pour nous, quand Roland Garros commence, bah nous, on est tous devant la télé à suivre ce qui se passe. Vous le comprenez bien, depuis 30 ans, l'Espagne a joué 21 finales. Donc, vous comprenez bien l'intérêt. Donc, on suit tous de près ce qui se passe du côté de Roland Garros. On suit bien sûr tout ce qui se passe du côté de Carlos Alcaraz, parce que pour nous, Carlos Alcaraz n'est autre que la relève. On a vécu pendant ces dernières années, depuis la première 14 victoire années. de Nadal, voilà, mais la première victoire de Nadal, c'est quand même 2005. Bah, depuis, on a vécu au rythme de Nadal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous les yeux rivés sur ce qui est capable de faire Carlos Alcaraz, el niño, l'enfant, comme on l'appelle souvent du côté de l'Espagne, qui a pris son indépendance et qui aujourd'hui, peut-être, enfin demain, peut-être va nous démontrer que c'est lui vraiment la relève des Nadal au plus haut niveau du tennis mondial. Et est-ce que les journaux, les bookmakers voient l'Espagnol remporter ce duel brûlant contre le Serbe? Bah, il voit l'Espagnol gagner. Bah, il y a plusieurs raisons qui sont plus ou moins aussi logiques. Déjà parce que la seule fois où il y a eu une confrontation entre les deux, c'était du côté du tournoi de Madrid. C'est Alcaraz qui s'est imposé. Aussi parce qu'Alcaraz a pris, comme je disais, son indépendance dans le fait qu'il a gagné déjà l'Open des États-Unis. Donc, il a cette assurance qui lui donne une victoire au plus haut niveau. Et puis, bien sûr, parce que il est jeune, il a 20 ans, il est déterminé, il a tout devant lui. Et donc, ça nous rappelle Rafael Nadal. Donc, si Rafael Nadal a pu le faire en 2005 pour sa première victoire, pourquoi pas pour Carlos Alcaraz en 2023? C'est tout un symbole. Donc, pour nous, forcément, le favori, c'est Carlos Alcaraz, mais on reste quand même convaincu aussi qu'en face, vous savez, Djokovic, et que Djokovic a, au-delà de la qualité de son tennis, à ce qu'il n'a pas Carlos Alcaraz, c'est-à-dire l'expérience. Et l'expérience, c'est aussi des échecs. Et donc, à ce niveau-là, c'est peut-être Djokovic qui a une toute petite avantage par rapport à Alcaraz. Mais nous, les Espagnols, c'est Alcaraz qui est vraiment la figure emblématique aujourd'hui, celle qui va devenir le numéro 1 mondial, qu'il est déjà aujourd'hui, mais qui va continuer à l'être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Juan José Dorado, vous restez avec nous, bien sûr. Je vais prendre l'avis de nos experts. Cédric Pioline, on vient d'entendre notre spécialiste qui nous dit que voilà, la relève, l'après-Nadal. Nadal, évidemment, absent, on le rappelle, blessé, qui s'est fait opérer, qui doit suivre ce tournoi avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. La clé de ce match pour battre Alcaraz, pour Djoko, est-ce que c'est pas de détraquer son jeu, de mettre le bazar dans la mécanique Alcaraz? Oui, d'abord, il y a un gros combat psychologique, ça c'est certain. Finalement, d'une manière assez étrange, Djokovic rentre un petit peu sur le court en outsider. Ça, c'est intéressant. Le numéro 1 mondial, c'est quand même Alcaraz. Celui qui l'a battu dans l'unique confrontation, c'est l'Espagnol. Donc, je pense que c'est assez confortable pour lui, même s'il a, pour le coup, en fait, il a un double combat espagnol. Il a l'adversaire Alcaraz sur le terrain et puis il a l'adversaire Nadal, où ils sont à 22 partout. Donc, c'est assez marrant, cette double confrontation qui est en fond de toile. Maintenant, je pense que c'est un match qui est extrêmement ouvert. Ça va être intéressant. Je suis assez persuadé que le public sera pour l'Espagnol. Ah oui. Et que donc du coup ça va titiller évidemment Djokovic qui, on le sait, aime bien cette adversité, cette énergie qu'il peut aller prendre dans un public entre guillemets bien entendu hostile, et il a beaucoup d'expérience comme ça vient d'être dit, et plus d'un tour dans son sac. Je pense qu'il est capable
d'utiliser un petit peu toutes les ficelles du métier pour déstabiliser Alcaraz. Oui, parce que Benoît Bena, vous le rappeliez, aucune faute directe dans les tie-breaks pour Djokovic pour le moment, ça paraît hallucinant. 0 faute directe. Et une capacité de dingue, évidemment, à se concentrer. Il a l'expérience comme ça des moments importants. À peine. Est-ce que voilà, il va essayer de rendre, est-ce qu'il va essayer de rendre le match finalement le moins drôle possible pour faire mal jouer Alcaraz? Je pense qu'il va être obligé de prendre des risques. Il ne peut pas se permettre de rester au fond, de renvoyer la balle contre Alcaraz, c'est pas possible. Donc on attend de voir justement si Djokovic est capable de redevenir Djokovic, de mettre un pied sur la ligne, de distribuer les jeux, de jouer long de ligne, ce qui est quand même sa force. Beaucoup de variations, lui aussi est capable de faire des amortis, il a une très bonne main, il est très bon au filet, il est très bon au service, mais on l'a pas encore revu comme on l'a vu avant, quoi. Donc c'est toute cette question qu'on se pose. Est-ce que Djokovic peut redevenir à 36 ans le Djokovic qu'on a vu avant? C'est une grande question. Parce que c'est le dernier match qu'ils avaient fait à Madrid l'année dernière, donc il y a quand même pas mal de temps déjà, ça va durer 3h30, ça avait été terrible comme match à Madrid. Ça avait fait 6-7, 7-5, 7-6 pour Alcaraz, enfin des points complètement dingues, avec un Alcaraz qui juste avant avait battu Nadal, qui derrière avait battu Zverev. Donc déjà on se disait mais le gamin c'est qui c'est cet extraterrestre, et là on se dit bah voilà, c'est encore un extraterrestre par rapport à ce qu'il a fait contre Tsitsipas. On se dit que logiquement il peut faire très très mal à Djokovic avec un public peut-être hostile mais aussi versatile. Si jamais Alcaraz mène 2-7-0 et qu'il n'y a pas de match, je peux vous dire que tout le monde va être derrière Djokovic parce qu'ils voudront du spectacle. Donc ça peut aussi gêner Djokovic de se retrouver avec le public qui l'aime. Ça l'avait fait pleurer à l'US Open, ça, quand le public l'a soutenu. Donc il y a tellement de choses dans ce paramètre. Et il y a 20 ans, Juan Carlos Ferrero, qui est l'entraîneur de Carlos Alcaraz, gagnait Roland-Garros. Et on sait que Carlos Alcaraz, c'est un peu son papa et tout. Il veut lui faire le plus beau des cadeaux. Bah tiens, 20 ans après, je vais t'offrir le saladier aussi, là, comme toi tu l'as fait contre Martin Ferkerk. Autant celui-là, je peux vous dire que c'était pas mal comme finale. On l'attendait pas, celui-là. Alcaraz qui s'est fait breaker, j'ai regardé 8 fois en 5 matchs. Donc il y a des ouvertures, il y a des failles, il y a des amortis. Alors moi je suis pas super spécialiste, mais ça peut être aussi l'un des coups de ce match. Ça va peut-être se jouer là-dessus, parce que Oui, il y aura un travail de sape de part et d'autre, où ils vont essayer de se faire beaucoup courir, notamment avec des amortis, avec probablement des échanges un petit peu longs. Je pense qu'ils vont se tester un petit peu sur plein de scénarios de jeu. On va voir des choses évoluer, des choses où ils vont essayer, ça marche pas, changer, aller sur autre chose. Donc je pense que ça devrait être assez riche dans ce qu'il devrait pouvoir nous proposer. Et il y a forcément aussi un côté, encore je le dis, un côté psychologique qui est là. Très fort, hein. Où il y aura des sautes de concentration. Vous l'avez dit, il s'est fait breaker 7 ou 8 fois. Djokovic aussi, il a perdu un petit peu en route un 7 ou 2. Donc c'est très compliqué de garder. Je serais assez étonné si vous voulez qu'il y ait un match à sens unique à 3-7-0 dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il va y avoir un moment des variations de concentration, et puis l'orgueil du champion. Ce sont deux grands champions qui vont s'affronter demain. On a quand même, d'un côté, on a Alcaraz qui est sur 12 victoires d'affilée en Grand Chelem, et de l'autre côté, vous avez Djokovic qui en est à 19 victoires d'affilée en Grand Chelem. Il gagne Wimbledon, il joue pas l'US Open, il gagne l'Open d'Australie, et là il est en demi-finale. Et Alcaraz n'avait pas joué l'Open d'Australie, il était blessé, mais il gagne l'US Open. Enfin, on a deux monstres, on a les deux monstres du tennis à l'heure actuelle qui vont s'affronter en demi-finale à Roland-Garros. Demi-finale, voilà. Donc Juan José Dorado, notre spécialiste du football et du tennis en Espagne pour Europe 1. J'imagine que ce match évidemment est suivi par tous les Espagnols, mais par Nadal en particulier, qui vient de se faire opérer. J'imagine que vous avez des confrères qui sont allés le voir pour lui demander ce qu'il en pensait. Est-ce qu'il a fait des remarques, des déclarations sur ce joueur et sur son Roland-Garros cette année? Il est très discret, Rafael Nadal, là-dessus. Il connaît bien de toute façon Carlos Alcaraz, parce que vous savez que Carlos Alcaraz s'est entraîné aussi dans l'académie, a gagné des tournois du côté de l'académie de Rafael Nadal. En plus, vous savez, il y a une relation étroite aussi entre Rafael Nadal et Juan Carlos Ferrero, parce que vous parliez de Juan Carlos Ferrero, mais on oublie souvent que Juan Carlos Ferrero, quand il a gagné en 2003, en 2000, lors qu'il fait son premier Roland Garros, il a
arrive en demi-finale. En 2001, il arrive en demi-finale. En 2002, il est finaliste. Et en 2003, il la gagne. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui entraîne depuis le jeune âge notre ami Alcaraz. Mais c'est vrai que Rafael Nadal a toujours vu comme un peu ça relève Carlos Alcaraz, parce que d'ailleurs, même dans la gestuelle des Alcaraz, le point fermé quand il gagne un point, quand il dit vamos aussi. Donc, il a une gestuelle quelque part de Rafael Nadal, d'autant plus que effectivement, Carlos Alcaraz a quand même grandi dans le monde du tennis à l'ombre de Rafael Alcaraz, de Nadal, parce qu'il a vu jouer, il a vu gagner, parce qu'il a été son sparring partner dans des tournois. Donc, c'est vraiment, Nadal, il y a vraiment quelque chose de très particulier, une affection très particulière pour Alcaraz, parce qu'il est espagnol, parce qu'il est jeune, parce qu'il lui rappelle ses premières années du côté de Roland Garros, et parce que, effectivement, pour lui, c'est peut-être sa relève naturelle. Ouais, en tout cas, discret pour le moment, Nadal, mais on imagine qu'il sortira de sa réserve sans doute si Alcaraz est en finale et qu'il gagne, on ne sait pas. Tout est possible en tout cas. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Juan José Dorado. On va continuer à parler de foot cette fois avec vous dans quelques instants. Au Barça, au Real, il se passe plein de choses.